Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission Santé Intime. Je suis Henriette Francine et je suis accompagnée du docteur Solano avec qui nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui concerne beaucoup de jeunes couples. Il s'agit de la fertilité. Bonjour docteur Solano. Bonjour Henriette. Alors ma première question vous a certainement déjà été posée des millions de fois, mais je vais vous la reposer quand même. Comment faut-il faire pour augmenter ses chances d'avoir un enfant ? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que les hommes, eux, sont fertiles en permanence, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, il n'y a pas de jour particulier pour eux. Par contre, je vais leur donner un conseil aux hommes, c'est que pour avoir de bons spermatozoïdes qui soient fertiles, eh bien le conseil, c'est de ne pas fumer ou d'arrêter de fumer le plus vite possible. Et pour vous donner un chiffre, il faut environ 6 mois de plus pour mettre en route une grossesse quand l'homme est fumeur. Donc, ça n'aide pas du tout le tabac. Et du côté de la femme, est-ce que ce conseil vaut également? Oui, ce conseil vaut également du côté des femmes. Il faut vraiment pas fumer quand on veut mettre en route une grossesse, tant pour l'homme que pour la femme, parce que ça ralentit, disons, la capacité à mettre en route la grossesse. Et quels sont les jours de fertilité? Alors, comme les hommes sont fertiles tout le temps, les femmes, elles, au contraire, elles sont fertiles pas beaucoup, quelques jours seulement par mois. Cette fertilité des femmes, elle existe, quand l'ovule est mûr. Or, l'ovule, il vit seulement 24 heures. Donc, c'est pas longtemps. Mais la période de fertilité, elle n'est pas seulement de 24 heures, elle est beaucoup plus longue parce qu'en fait, les spermatozoïdes, eux, ils vivent beaucoup plus que 24 heures. Ils sont très patients. Contrairement à beaucoup de personnes qui veulent un bébé, les spermatozoïdes, ils sont hyper motivés. Et quand ils sont dans le corps d'une femme, ils peuvent vivre jusqu'à 5 jours. On a même décrit 7 jours. Et en fait, ils attendent que l'ovule devienne mature. Donc, ils sont capables d'attendre. Donc, du coup, il y a plutôt 5 jours de fertilité, parfois même 7. Et quels sont les indices qui permettent à un couple de savoir que la femme est dans sa période de fertilité? Alors, pour savoir qu'une femme est dans sa période de fertilité, il faut repérer les jours où la femme est fertile, c'est-à-dire ça va se manifester par des pertes vaginales qui sont particulières, on appelle ça la glaire cervicale. Et ce mot paraît un petit peu bizarre, mais en fait, ça veut dire que cette substance, elle est fabriquée par le col de l'utérus cervical, c'est comme les cervicales, c'est pour le col de l'utérus. Et cette substance, elle est extrêmement précieuse, elle aide les spermatozoïdes à remonter, elle leur sert un peu d'échelle pour remonter jusque où il faut aller pour mettre en route une grossesse. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se présente cette substance lorsqu'elle est à l'extérieur du corps, la glaire cervicale? Oui, c'est important de savoir comment se présente la glaire cervicale à l'extérieur du corps parce que comme elle existe les jours de fertilité d'une femme, si la femme la repère, elle se dit « ça y est, aujourd'hui je suis fertile ». Et donc, cette glaire cervicale, c'est un fluide qui ressemble, on dit toujours, au blanc d'œuf cru. C'est-à-dire, c'est quelque chose de transparent et on trouve ce liquide au niveau de la vulve où on le retrouve dans les sous-vêtements, dans le fond de la petite culotte tout simplement. Et alors, il y a des femmes qui se sentent gênées en disant « oh là là, j'ai des pertes, c'est vraiment pas très glamour ». Mais en fait, quand une femme, elle observe ce genre de pertes, ça veut dire qu'elle est en jour de fertilité, donc c'est très bon signe. Alors, ce fluide, il est en plus, moi j'aime beaucoup ce fluide, il est très précieux parce qu'il nourrit les spermatozoïdes. Parce que, en fait, comme ils peuvent vivre plusieurs jours, ils ont besoin de nourriture, en fait, et d'énergie. Et donc, la glaire cervicale, elle entoure les spermatozoïdes et ils peuvent vivre dans ce liquide, donc, plusieurs jours en attendant l'ovulation. Et les spermatozoïdes, quand ils remontent, ils vont dans des petites salles d'attente, on peut dire, qui s'appellent les cryptes du col de l'utérus. Et donc, les spermatozoïdes vont attendre plusieurs jours en baignant dans la glaire cervicale, en étant nourris, logés, bien au chaud. Et ça leur permet aussi de maturer. Et donc, à partir de là, ils vont pouvoir remonter encore plus haut vers l'ovule. Et puis, la glaire cervicale, elle aide aussi plus en bas, je dirais, dans le vagin, elle aide les spermatozoïdes à remonter vers l'utérus, parce qu'il faut qu'ils rentrent dans l'utérus. Et quand on l'observe au microscope, moi je trouve ça magnifique, c'est magique, c'est comme un filet en fait, qui aiderait les spermatozoïdes à remonter dans les mailles du filet, ils font comme ça. Et puis, quand une femme observe ces pertes blanches transparentes de l'ovulation, elle a des chances d'avoir un bébé, si elle a un rapport sexuel. Très bien. Et si j'ai bien compris, pour repérer ces jours de fertilité, il faut qu'une femme observe ces pertes blanches. Et j'ai souvent entendu parler de bons jours pour faire un bébé. Qu'en est-il?
Oui, alors les bons jours pour faire un bébé, l'idéal c'est d'observer les pertes blanches. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent calculer, qui disent à quel moment de son cycle la femme est fertile. Alors on le sait très bien, c'est très précis. L'ovulation, elle se produit toujours le 14e jour avant le premier jour des règles. Et j'insiste sur le mot avant parce que ça veut dire qu'on le sait après coup. Par exemple, une femme a ses règles aujourd'hui, elle se dit il y a 14 jours, c'était le jour de mon ovulation. Le problème, c'est que si elle veut avoir un rapport le jour de son ovulation, il est passé depuis 14 jours. Donc en fait, elle peut pas le savoir à l'avance. Bon, ceci dit, comme souvent la moyenne des cycles d'une femme c'est 28 jours, on se dit si c'est 14 jours avant les règles, c'est 14 jours après aussi, si un cycle fait 28 jours. Et c'est vrai, mais le problème, c'est que toutes les femmes n'ont pas des cycles de 28 jours. Et donc, quand un cycle est plus long, par exemple, si une femme a un cycle de 34 jours, c'est pas rare, elle va ovuler au 20e jour. Donc, c'est pas du tout au 14e jour, donc le calcul, il est pas très valable. Alors évidemment, si c'est toujours des cycles de 34 jours, elle ovule toujours au 20e jour, on va dire, mais si au contraire elle a des cycles de 25 jours, ça sera beaucoup plus tôt au 11e jour du cycle qu'elle ovule. Et donc, il y a quand même pas mal de femmes qui ont des cycles naturels pas très réguliers. Parce que quand on dit 28 jours, c'est souvent les cycles sous pilule qui ne sont pas vraiment des vrais cycles. Les cycles naturels, ils sont quand même plus élastiques puisque la nature, on n'est pas des robots. Et donc, c'est pas facile toujours de repérer le jour de l'ovulation en calculant. C'est pour ça qu'on conseille de repérer plutôt la glaire cervicale qui, elle, montre vraiment où le corps en est. Nous allons donc maintenant poser vos questions au docteur Solano, qui est médecin sexologue. La première question, docteur, nous vient de Mouad, qui nous a contacté via votre compte Instagram docteur.solano.catherine.solano. Il dit: est-ce que je dois considérer que j'ai un problème d'éjaculation précoce? J'ai 21 ans, je n'ai jamais eu de relation avec une partenaire. Et avec la masturbation, mon éjaculation vient en 30 secondes depuis mes 13 ans. Alors, ça, c'est difficile de répondre, évidemment, puisqu'il n'a pas encore eu de relation sexuelle. Mais je peux donner un conseil à ce jeune homme, c'est que c'est normal qu'il ait tendance à avoir une éjaculation rapide, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand un jeune garçon il pratique la masturbation, en général, il a tendance à le faire très vite, tout simplement pour ne pas être surpris. Parce que quand on a 13 ou 14 ans, forcément, on vit pas seul dans son logement, on est chez ses parents, et donc on n'a pas spécialement envie qu'ils ouvrent la porte de votre chambre à ce moment-là. Donc en général, on fait ça rapidement. Mais ça pose problème, parce que en fait, en agissant de cette manière, qu'est-ce qu'on fait? On entraîne son corps à avoir une éjaculation qui va très vite, qui vient rapidement. Et donc, à force de s'entraîner, s'il a ses premiers rapports sexuels à 20 ans, mettons entre 13 et 20 ans, ça fait quand même pas mal d'années, et ce qui se passe, c'est que effectivement, on observe une éjaculation précoce. Donc, j'ai un conseil à lui donner à ce jeune homme, c'est de s'entraîner en prenant son temps, en respirant tranquillement, en observant comment le corps fonctionne, et de cette manière, par la suite, il aura beaucoup moins de risques d'avoir une éjaculation précoce. Parce qu'il y a un entraînement à la rapidité, mais il y a un entraînement pour retarder l'éjaculation aussi, qui est possible. Passons maintenant à une question qui nous vient de la République démocratique du Congo. C'est Emmanuel de Kisangani qui dit: docteur, je voulais savoir entre les seins, les fesses et le clitoris, quelle est la partie la plus sensible pour la femme? Alors, ce que je peux répondre à Emmanuel, c'est que la zone qui contient le plus de capteurs de plaisir dans le corps d'une femme, c'est le clitoris, c'est même le gland du clitoris. Donc c'est une zone extrêmement sensible, bien plus que les seins, bien plus que les fesses, et même bien plus, chose qu'on ne sait pas forcément, que l'intérieur de la zone vaginale. Mais alors, ce que je peux ajouter, c'est qu'en fait, quand même, toutes les femmes sont différentes. Donc pour une femme, le clitoris peut être tellement sensible qu'elle a du mal à supporter un contact. Il y a des femmes qui disent: ça me fait presque mal, c'est trop sensible, c'est hyper sensible. Et puis une autre peut avoir du plaisir si au contraire au niveau du clitoris il y a des pressions assez appuyées. Donc toutes les femmes ne sont pas pareilles. Donc il faudrait pas croire qu'il y a un mode d'emploi pour les femmes comme il y a un mode d'emploi pour les machines. Une machine, vous avez le mode d'emploi, vous le lisez. Si tout le monde ne les lit déjà pas, donc c'est pas évident, mais quand vous le lisez, vous savez comment faire. Un homme ou une femme, non, parce que chaque corps est différent, chaque histoire est différente, et on a tous une sensibilité différente. Donc pour savoir ce qui est le plus sensible chez une femme ou un homme, il faut lui demander. Il faut expérimenter. Tout simplement. Voilà. Et voici à présent une question de Stewart. Il dit:
Pourquoi trompe-t-on son conjoint? Quelles sont les raisons de l'infidélité? Ah, c'est une question compliquée. Pourquoi on trompe son conjoint? Il y a beaucoup de raisons différentes aux relations extra-conjugales. En sexologie, on parle jamais de tromper. D'ailleurs, on dit toujours cette personne a une relation extra-conjugale. C'est pour ne pas mettre de jugement sur la personne, parce qu'on essaye de respecter tout le monde. Alors, pourquoi on peut avoir une relation extra-conjugale alors qu'on est en couple? Eh bien, par exemple, certaines personnes n'ont pas du tout confiance en elles. Ça peut être des hommes ou des femmes, hein. Et cette personne, elles ont le besoin de séduire pour se rassurer. Je me souviens d'un de mes patients qui me disait, moi, j'ai des relations extra-conjugales avec d'autres femmes que la mienne, hein, mais c'est pas tellement pour avoir un rapport sexuel. Bizarrement, il me disait ça, c'est pour séduire une femme. Et quand je sais qu'elle est d'accord pour avoir une relation sexuelle avec moi, eh bien, je suis satisfait. À la limite, j'aurais même pas besoin de passer à l'action, d'avoir une relation sexuelle, parce que je cherche juste la séduction. Ça me donne confiance. Évidemment, c'est pas toujours la raison, hein. Il y a des personnes qui ont très peur de se retrouver seules et qui ont même une peur panique de la solitude. Et ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'elles ont envie d'avoir un plan B, comme on dit. Elles se disent, j'ai une solution de secours. Si ma partenaire ou mon partenaire me quitte, eh bien, j'aurai quelqu'un sous le coude. La peur d'être seul motive certains alors? Exactement, il y a des personnes, c'est la peur d'être seule, la peur d'être abandonnée. Et puis, il y a des personnes qui ont des relations extra-conjugales encore pour d'autres raisons, parce qu'ils n'ont pas tellement d'empathie. Ils se rendent pas compte de la douleur qu'ils vont provoquer chez leur femme ou chez leur mari. Ou s'ils s'en rendent compte, ils s'en fichent un petit peu, donc un manque d'empathie. Et puis, en réalité, on peut dire que ces gens-là sont pas tellement capables d'amour ou de générosité. Et s'ils ont des relations extra-conjugales, c'est plutôt parce qu'ils pensent pas tellement au bonheur de l'autre, en fait, mais plutôt à eux. C'est de l'égoïsme, en fait, hein. Et puis, il y a des personnes qui ont des relations extra-conjugales parce qu'il y a un problème sexuel dans leur couple. Ça, je le vois assez régulièrement, mais c'est pas pour trouver mieux ailleurs, hein. C'est pas ça que je veux dire. C'est pour voir si ça fonctionnerait mieux avec quelqu'un d'autre. Et donc, des fois, ils sont rassurés, ils se disent, avec une autre personne, un autre homme ou une autre femme, ça fonctionne mieux. Donc, finalement, j'ai pas vraiment de problème. C'est ma relation qui a une difficulté. Et puis, il y a des personnes qui vont parfois voir ailleurs, comme on dit, par ressentiment. J'ai connu un monsieur comme ça, sa femme avait eu une relation extra-conjugale, il était furieux contre elle, et il m'a dit, moi maintenant, je vais trouver une maîtresse, je vais avoir des relations extra-conjugales avec elle, comme ça fera un partout, balle au centre. Et il l'a fait, hein. Et puis, il y a aussi quand même un autre cas un peu différent. Il y a des personnes qui n'ont pas l'éthique de la fidélité. Des personnes qui disent, moi, je trouve ça normal, on peut pas avoir qu'une seule personne dans sa vie. Et elles disent, on va pas faire l'amour toute la vie qu'avec cette personne-là. Et qui disent aussi, si je l'aime, si j'utilise des préservatifs, je vois pas où est le problème, et qui disent même à leur conjointe, tu peux faire pareil, ça me gêne pas. Alors, si la personne avec qui ils sont en couple est d'accord, ça pose pas de problème. Si la personne n'a pas la même façon de voir le couple, c'est un petit peu compliqué, même très compliqué. Ouais. Besoin de séduire, ressentiment, éthiques différentes, peur de la solitude. Ça fait là bien des raisons de ne pas être fidèle. Mais je suppose qu'il y a certains couples tout simplement qui ne s'entendent pas. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi des couples qui s'entendent vraiment pas. Et il y a des couples qui sont ensemble sans s'aimer vraiment, mais qui n'ont pas tellement envie de divorcer. Alors, ils vont avoir des relations sexuelles extra-conjugales parce qu'on a tous besoin d'amour. Quand on se sent pas aimé dans son couple, on va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas chez soi. C'est évident aussi. C'est une raison pour laquelle on peut ne pas être fidèle en couple. Et c'est pas si rare non plus, hein. Très bien. Merci, Docteur Solano. Nous arrivons au terme de ce 8e épisode de notre émission Santé Intime. Nous espérons que vous aurez appris des choses qui vous seront utiles. Merci à vous, Docteur Solano, pour tous ces éclaircissements sur le sujet du jour qui était donc la fertilité. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission. La semaine prochaine, donc.